Alors, Marilyn Fitoussi, c'est vous avez réussi à imposer vos choix, vos couleurs, vos mélanges à la planète entière. On le voit là à l'écran. Moi, j'adore ce mix. On dirait du Lacroix ou du Dries Van Noten. Enfin, en tout cas, c'est exactement tout ce qu'on aime sur Terre. Et grâce à vous, le bon goût, le code du bon goût a changé. Ça, c'est la touche, Marilyn Fitoussi. Oui, je pense qu'il y avait aussi une attente. Si cette série a autant marché, autant fédéré de gens, de jeunes femmes qui ont envie de s'habiller comme Emily in Paris, c'est aussi très certainement qu'il y avait peut-être une espèce de ras-le-bol de certains diktats de la mode, d'une certaine uniformisation des looks, des couleurs, du must-have ou des silhouettes qu'il faut absolument reproduire de ce qu'on peut appeler le French chic ou le bon goût. Bien sûr. On va regarder un petit medley de tous les looks d'Emily in Paris et on revient juste après. Vos créations d'ailleurs. D'accord. Has anyone noticed this is a very dysfunctional workplace? I think you're the one bringing the drama. You got that something that I'm so glad we're friends. So you're single in Paris? I didn't know that you had a girlfriend. I need to explain myself. The more you say, the worse it sounds. Which is why I have to talk to her. Ooh, that sounded desperate. you got that new, you got that new you. I used to be so decisive. And ever since I moved to Paris, my life has just been chaotic and dramatic and complicated. I just need to know, are you on my team or not? I was beginning to wonder if you were joining us at all. I'm so in on team whatever this company's called. Do they know that you're pulling double duty? Oh, God, no. Sylvie wants to see you in her office right away. Is she really mad? I wish I will. Who can translate this? Not choosing is still choosing? Tous ces vêtements, Marilyn, c'est vous. Question un peu bébête, pardon, mais il y en avait combien au final? Puisqu'on a essayé de compter, on n'a pas trouvé les chiffres. Alors, je pense que Lily avait, le personnage d'Emily avait à peu près une quarantaine de changements de costumes et ses acolytes entre 25, 30, 35. Donc voilà, on avait énormément de costumes. On a géré 14 000 pièces à peu près sur la saison 3. Vous avez travaillé avec Patricia Field, qui avait déjà fait, entre autres, Sex in the City, je crois, et Le Diable s'habille en Prada. Est-ce qu'entre vous et par rapport à l'équipe, il y a eu des différences sur la perception de la mode française et la perception de la mode américaine? Parce que c'est pas la même chose. Non, effectivement, c'est pas la même chose. Et moi, j'étais ravie d'avoir sur la saison 1 Patricia Field comme consultante parce qu'effectivement, il fallait recréer une mode qui soit un mélange de chic parisien avec une espèce d'irrévérence pour ce personnage très américaine. Et donc, c'était assez intéressant de pouvoir travailler avec Patricia, d'avoir le recul et l'expérience qu'elle avait parce que Sex and the City a été aussi planétairement connu et reconnu. Donc, ça a été un mentor pour la saison 1 pour pouvoir mélanger un petit peu de ces deux cultures et faire que le choc culturel puisse être géré et parfois violent et parfois un peu plus subtil, oui, bien sûr. Alors, on l'a vu, bon, il y a le fameux Bob, ça, je ne sais pas si c'est votre création, mais le Bob de la saison 1 d'Emily in Paris, c'était exceptionnel. D'où ça vous est venu, cette idée de Bob ? J'adore les chapeaux, comme vous pouvez l'imaginer. Le bob, le béret, on avait juste envie aussi moi, j'avais envie de mettre ces accessoires de la culture française pour le béret et un peu international aussi pour le bucket hat, le fameux bob. Donc voilà, il faut proposer. Le plus important, c'est de se renouveler, de proposer quelque chose de toujours différent, d'avoir des accessoires, les remettre au goût du jour. Voilà, donc c'est une recherche qui est permanente pour les silhouettes de ces personnages. C'est très rap aussi en même temps, c'est pour ça que c'était intéressant. Dans la première saison, dans toutes les saisons d'ailleurs, on a vu ces robes fleurs, des robes magnifiques à nœuds plats, plissées, bouffantes, volantées, on a vu des shorties, on a tout de suite vu le style Marilyn Fitoussi, c'est-à-dire le too much, le flashy, le mélange surtout des pois et des rayures, les superposition de couleurs. C'est ça votre mot d'ordre finalement dans le style, c'est ne pas se censurer. Vous vous êtes jamais censuré quand vous avez créé les looks de cette série?
Non, non, je pense que si on a fait appel à moi, c'est parce qu'on connaît mon ADN, on connaît ce que je peux faire. On m'a définie comme une maximaliste, pardon, ce que je trouvais je trouve ça très flatteur. Effectivement, j'aime les couleurs, j'aime les imprimer, j'aime l'éclectisme des silhouettes, j'aime mélanger du vintage avec des jeunes créateurs, des marques de haute couture et des marques plus abordables. Oui, ça fait partie de ce que je suis, de ce que j'aime et de ce que je revendique comme être pas la mode, mais être ma mode. Et vous avez dit, trop de bon goût, c'est ennuyeux. Ça veut dire quoi? C'est une façon de dire, allez, stop à l'élégance à la française? Bien sûr. C'est pas stop à l'élégance à la française, parce que l'élégance à la française, elle est complètement personnifiée avec Sylvie, ce personnage-là. Mais j'ai envie aussi que les gens qui ne se reconnaissent pas dans la parisienne typique avec son uniforme très urbain puissent s'exprimer. Emily in Paris, c'est l'éloge à la différence, c'est l'éloge à la liberté, c'est pousser les gens à être uniques, à être créatifs, à penser aussi différemment et à s'octroyer effectivement cette petite touche de mauvais goût qui est comme le paprika dans la cuisine. Un peu de mauvais goût, c'est revigorant, c'est épicé, ça relève un plat, donc absolument. Bien sûr. C'est-à-dire, vous êtes plus la croix de Dries Van Noten ou Carven, par exemple, que Sessoun, Cézanne ou Isabelle Marant, c'est ça? Non, je suis plus ça. Moi, je suis pour que tout le monde, il y a de la place pour tout le monde. Mais effectivement, une certaine école japonaise ou l'école d'Anvers, c'est moins proche de ma sensibilité. Voilà, j'ai un profond respect aussi pour ce que font tous ces créateurs de mode. J'y suis moins sensible, mais je peux la comprendre. Et voilà, je ne fais pas que des projets Emily in Paris. Tout n'est pas non plus aussi flamboyant dans chaque projet que je fais, mais... On va rester encore un petit peu sur Emily in Paris. Est-ce que Lily Collins, par exemple, ou sa camarade Ashley Park, parce que je connais son nom de scène, mais voilà, est-ce que par moment elles vous ont dit ah non, please, not this, it's too much? Ça fait partie des essayages costumes. Je vous promets, aucun comédien n'a été maltraité sur ce tournage. Donc ça fait partie de cet échange et de ce dialogue qui est permanent avec un comédien. Tous les costumes que vous voyez à l'écran ont été premièrement validés par des comédiens et ensuite validés par Darren Star, qui est, comme vous le savez, le créateur de cette série, le scénariste et le showrunner. C'est un directeur artistique. Donc effectivement, tout ce que vous voyez à l'écran est validé. Et pour moi, un acteur qui est bien dans ses vêtements va jouer effectivement beaucoup mieux. Bien sûr. Est-ce que vous vous souvenez d'un moment où vous avez mis des bottes hautes lamées avec une mini-jupe? Enfin voilà, est-ce que vous vous souvenez d'un moment où vous êtes venu sur le set et les filles ont dit waouh? Oui, il y a eu quelques moments pour ça, pour tous ces looks-là. Quand Lily a eu ce total look rose, effectivement, c'était waouh. Quand Philippine apparaît en robe Westwood corsetée, c'est du waouh. Effectivement, toute l'équipe et les réalisateurs successifs qu'on a sur Emily sont sensibles aussi à la mode et comprennent aussi toute la démarche et tout le travail qu'il y a derrière. Donc, effectivement, on travaille tous avec l'image. Je travaille avec le coiffeur, la maquilleuse de Lily Collins, ainsi qu'avec le HMC, le team beauté pour les autres comédiens, parce que tout ça étant tout. Vous en avez un peu parlé, Philippine, le roi Beaulieu, je crois que grâce à vous, finalement, elle a donné une image de femme française, libre, qui pouvait être sexy, belle et affranchie, qu'on ait 40 ou 50 ans ou même 60. Et ça, je pense que ça, c'est un grand mérite qui vous revient. Le mérite revient aussi à cette magnifique femme et cette superbe actrice qui est ce qu'on appelle le chien. Effectivement, un costume est la plus belle des robes. Si vous n'avez pas le chic, l'élégance pour pouvoir le porter et le sublimer, ça restera une robe et un morceau de chiffon. Donc effectivement, le mélange et toute la tendresse professionnelle respective que l'on se porte fait effectivement, comme avec tous les autres comédiens,
comédiens qu'on arrive à trouver l'évidence d'une silhouette et les coupes les plus flatteuses pour une comédienne. Oui, elle a dit sur les plateaux, enfin voilà, c'était vraiment, ça l'a sorti même des tiroirs dans lesquels on met les femmes de 40 voire 50 ans au cinéma. Est-ce que vous êtes plus amusé aussi pour les personnages masculins, parce qu'on a l'impression que c'est avec les personnages gays qui avaient plus de création et plus de fantaisie dans les couleurs? Effectivement, il y a des personnages comme Julien qui sont plus flamboyants, donc ça c'est très amusant à faire. C'est beaucoup plus difficile effectivement de faire le chef Gabriel parce que c'est un très joli garçon. Donc effectivement le costume doit être beaucoup plus discret pour éviter le côté trop mannequin et encore embellir davantage l'acteur. Donc avec lui c'est un jeu un peu plus subtil effectivement qu'il y a à faire sur les vêtements. Mais on s'amuse beaucoup et je pense que c'est aussi ce qui transparaît et ce qui fait que les gens aiment aussi cette série, c'est qu'on s'amuse aussi beaucoup derrière la caméra. Marilyn Fitoussi, la saison 1 a cartonné. J'imagine que le rapport des marques de mode à votre travail et à la série a dû changer. J'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est vrai, vous allez nous dire que Balmain, Balenciaga avait refusé de prêter des vêtements. Est-ce que pour la saison 2, est-ce que les marques se sont ruées à votre porte en disant « Allez, place-nous des produits, place-nous des produits » ? Alors, deux choses. Moi, je ne place pas des produits. Moi, je prends et je choisis des vêtements qui me procurent une émotion. J'ai la chance et la grande chance de pouvoir travailler avec une complète liberté et créativité. Donc, je ne place pas des produits. Je choisis les vêtements, pas parce que c'est une marque, mais parce que ça correspond au genre d'histoire que je vais raconter. J'apprécie les marques Balenciaga, Kenzo, Alaya, qui ne veulent pas collaborer avec cette série parce qu'ils pensent que ce n'est pas l'ADN de leur marque et libre à eux de penser ça et c'est très bien aussi qu'il y ait cette distanciation qui soit faite s'ils en ont envie. Mais oui, il y a d'autres marques qui au début étaient effectivement hésitantes parce que c'était un ovni, cette série, personne n'y croyait vraiment. Donc voilà, d'autres marques effectivement se sont rapprochées de nous pour les saisons précédentes et c'est l'avenir aussi. Et c'est quoi? C'est Open Gate? Vous avez accès à tous les showrooms ou ce sont les showrooms qui viennent à vous? C'est un échange. Moi, je vais beaucoup à la rencontre des jeunes créateurs, notamment parce que je me suis un peu investie de la mission de faire que ces jeunes créateurs et tous ces jeunes talents puissent avoir cette visibilité mondiale que j'ai moi-même eue et bénéficié avec cette série. Donc, c'est vraiment des rencontres. Et comme je vous le disais, je choisis des vêtements qui m'aide à raconter une histoire et peu m'importe la marque. Et c'est pour ça qu'on a un éventail de marques sur Emily qui est très très large, qui va de la haute couture à des vêtements de fast fashion ou de vintage. Donc, et ça fait partie de ce qui fait, je pense, le sel de cette série et qui fait que les gens l'aiment aussi parce qu'ils peuvent se projeter et aussi parfois pouvoir acheter des vêtements qui sont proposés. Mais mon but premier n'est pas de vendre. Mais d'ailleurs, vous l'avez dit dans une interview, votre objectif, c'est le mix and match, c'est-à-dire le luxe avec des petits créateurs, du vintage avec du H&M et du Zara. Quels sont les petits créateurs que vous avez, dans le fond, exposés au monde entier, qui, grâce à vous, ont pu mettre un pied... voilà, je me souviens de la fille qui avait créé les chaussures de Björk, des petites chaussures vertes, c'était une Française, son compte avait explosé. Et qui sont les créateurs qui, grâce à vous, ont explosé? Les petits?